Fidèles auditeurs de Radio Djena, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'heure du droit. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la problématique des violences, des infractions sexuelles sous un angle juridique. Nous examinerons ce que le droit pénal dit à propos de ces infractions et la manière dont les cas d'infraction et de violence sexuelle sont traités, et ce, à côté de notre invité, Ayede Sonoukou, qui est juriste pénaliste. Quant à moi, je suis Mecha Kenyaro. Monsieur Sonoukou, bonjour. Bonjour madame, et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de la radio Djena. Alors, au sens juridique, quelle est la définition ou la compréhension qu'on a des infractions sexuelles? Juridiquement, on définit les infractions sexuelles comme étant tout acte de nature à porter atteinte à la liberté sexuelle de la victime. La liberté sexuelle doit s'entendre d'un consentement donné, d'un consentement sain, qui ne souffre d'aucune contestation. D'accord. Alors, quels sont les principes fondamentaux du droit pénal qui encadrent la qualification des infractions sexuelles? Il faut dire que pour qualifier une infraction d'infraction sexuelle, oui, il faut se baser. En droit pénal, l'interprétation est toujours stricte. Il faut se baser toujours sur ce que dit la loi pénale relativement au cas d'espèce que nous avons devant nous. Du coup, lorsque vous avez un fait auquel il faut donner une qualification, vous basez sur le code pénal qui est notre loi fondamentale en ce qui concerne la matière pénale. oui. Et dans le code pénal, nous avons des sections et des chapitres consacrés aux infractions qu'on qualifie de sexuelles. La loi pénale, là, elle-même dit, c'est intitulé « infraction à caractère sexuel ». Voilà. Et à côté, il y a aussi d'autres infractions qui ne sont pas sous cette section-là, mais qui sont quand même, qui sont également à caractère sexuel. Nous avons à titre d'exemple les outrages publics à la pudeur. D'accord. Où généralement on les a classés sous le titre des outrages à la pudeur. Et à l'intérieur, vous avez des précisions. Nous allons y revenir. D'accord. Alors, de ce que vous avez dit, on pourrait comprendre que la qualification d'une infraction dépend de la catégorie. Dépend de la catégorie. D'accord. Et de manière générale, comment est-ce qu'on arrive à qualifier une infraction? Oui, de manière générale, la qualification d'une infraction obéit à la règle de la déduction. Nous l'avons vu en philosophie. C'est-à-dire C'est-à-dire que la déduction voudrait qu'on parte du général au particulier. Nous disons, il y a un postulat, tous les hommes sont mortels. Oui. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Le général, c'est que tous les hommes sont mortels. Le particulier, Socrate, il est un homme. Et la déduction, c'est que Socrate est mortel. La loi pénale est ainsi. Elle prévoit, c'est le général, oui. Et les faits sont commis. Les faits qui sont commis sont ce qu'on appelle le particulier, et la déduction qu'on en fait, l'application qu'on fait à ces faits-là constitue la déduction. Du coup, lorsque on dit le vol est puni d'une peine de 2 ans, bon, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple. Oui, oui, allez-y. Vous commettez un fait de vol, alors l'application, on va rechercher dans les faits que vous avez commis, est-ce que c'est du vol? La loi prend aussi la peine de définir ce que c'est que le vol. Le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. On vous voit en possession d'un bien. On demande d'abord, est-ce que le bien vous appartient? Oui. Il ne vous appartient pas. Alors, comment est-ce que vous êtes rentré en possession de ce bien-là? On va rechercher. Est-ce que vous avez pris à l'insu de son propriétaire? Ou est-ce que vous avez usé des manœuvres ou d'une ruse pour soustraire ce bien-là? Si ces éléments sont réunis, on dit que vous avez volé. Là vient la qualification. D'accord. Généralement, lorsqu'on parle des infractions de manière générale, on énonce la question de l'élément matériel. Est-ce que c'est également le cas pour les infractions sexuelles? Oui. Il faut dire que pour toute infraction prévue par la loi, oui. il faut la réunion de 3 éléments. L'élément légal,
la loi, l'article de la loi qui prévoit les faits en cause. On parle de l'élément matériel, le cas qui retient notre attention, et l'élément moral, l'intention. Alors, l'élément matériel est exigé, comme les deux autres éléments, pour la constitution de toute infraction. D'accord. Voilà. Ok. Et alors, quand on parle d'infraction, généralement, ça regroupe 3 grandes catégories, les contraventions, les délits, ainsi que les crimes. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler de contravention dans les cas des infractions sexuelles? À ma connaissance, non. Il n'y a pas de contravention pour ce qui concerne les infractions sexuelles. Nous avons les crimes et les délits sexuels. D'accord. Et quelle est la différenciation qu'on a entre ces deux éléments? Fondamentalement, la différence se résume à la peine applicable à chaque infraction concernée. C'est la peine qui détermine si l'on est en face d'un crime ou d'un délit. Les crimes, nous l'avons dit la dernière fois, les crimes sont punis d'une peine allant de 5 au maximum. Alors que les délits sont punis des peines allant jusqu'au maximum 5 ans. On ne peut pas dépasser 5 ans pour un délit. Alors, lorsque vous êtes en face d'une disposition qui réprime un fait et que cette disposition-là prévoit que le maximum de la peine est de 5 ans, vous vous dites que vous êtes en face d'un délit. Donc, ce n'est pas l'acte en lui-même qui permet de caractériser si c'est un délit ou un crime, mais c'est la peine. C'est la loi. Et la loi le dit en partant de la peine applicable aux faits concernés. Vous comprenez? Oui. Lorsque vous commettez un fait, on vous dit que pour ce fait-là, vous êtes puni du maximum de 5 ans d'emprisonnement. Vous vous dites que vous êtes en face d'un délit. D'accord. Ça ne se décrète pas par celui qui fait la qualification, mais en application de la loi pénale. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de délits sexuels et de crimes sexuels? Oui. Les délits sexuels sont les cas d'abus sexuels. Abus sexuels. Oui, que nous retrouvons dans le Code de l'enfant, dans son article 396. Les cas de harcèlement sexuel, le racolage, ce que nous appelons généralement la prostitution. D'accord. Et pour les délits, les crimes sexuels, ils sont beaucoup plus nombreux. Ce sont les viols, les pédophilies, les cas de pédophilie, le proxénétisme, ça aussi c'est criminel, et également l'exploitation des mineurs à des fins pornographiques. Avec notre loi, notre code pénal, ça rentre aussi dans la définition de la pédophilie. Mais avec le code de l'enfant, c'est une infraction à part entière. D'accord. Très bien. Mais il faut dire que pour l'application des deux codes, peut-être que ça va porter à confusion. Il faut faire prévaloir le code pénal sur le code de l'enfant parce que le code pénal est le plus récent. Excusez-moi. Oui, oui. Le code pénal est le plus récent. Oui. Voilà. Et juridiquement, lorsque vous êtes en face de loi, c'est la loi récente, la loi la plus récente, qui doit être en vigueur. Elle abolit les dispositions contraires qui existent dans les lois anciennes. Alors, est-ce qu'on peut s'attarder un peu sur ce que vous avez cité? Quand on prend les cas de abus sexuels, racolage, est-ce que vous pouvez nous citer des cas pratiques ou des exemples de formes d'abus? Oui. La loi définit les abus sexuels comme tout acte imposé à la victime en se prévalant d'une situation d'autorité ou de dépendance qui existe entre la victime et l'auteur. C'est-à-dire que vous avez une autorité sur l'enfant. L'enfant, vous êtes répétiteur d'un enfant, par exemple. Et dans vos rapports, vous vous permettez de le soumettre ou de la soumettre, selon le sexe de l'enfant qu'il s'agit, à des contacts sexuels. C'est cela que nous appelons les abus sexuels. Ça peut être des attouchements. Vous touchez ses organes génitaux. Oui. Voilà. Avec ou sans son consentement, vous êtes
en face de où vous êtes passible des peines applicables au délit d'abus sexuel. Donc, il faut nécessairement la notion de pouvoir et de position pour parler d'abus. D'abus. Il faut que vous exerciez une autorité sur l'enfant, que l'enfant ait une situation de dépendance à votre égard. Maintenant, lorsqu'il s'agit par exemple d'un adulte, est-ce que la notion de consentement compte ou on qualifie toujours d'abus? Ouais, on qualifie les faits autrement. Lorsque vous faites des attouchements sur une personne majeure, sans son consentement, on parlera d'attentat à la pudeur. Attentat à la pudeur. Attentat à la pudeur. D'accord. Et maintenant, pour le cas des racolages? Les racolages, ce sont, comme je l'ai dit tantôt, ceux qui ou celles que nous appelons généralement les prostituées. Vous êtes là et publiquement, de manière implicite ou explicite, vous invitez une personne à avoir des rapports sexuels avec vous. D'accord. C'est cela qu'on appelle le racolage. Okay. Venons-en au crime, au crime sexuel, oui, que vous avez énuméré tantôt. Je disais que les crimes sexuels comprennent le viol, la pédophilie. Pour ce qui concerne le viol, on le définit comme étant des rapports sexuels imposés par fraude, menace, contrainte ou violence sur une personne. Lorsque vous avez des rapports sexuels avec une personne sans son consentement ou avec fraude, la fraude consiste à tromper la victime pour obtenir d'elle des faveurs sexuelles. Alors, ça veut dire que le consentement fait défaut. Tout doit partir du consentement. Rappelez-vous de la définition des infractions à caractère sexuel. C'est tout acte imposé à la victime contre sa liberté sexuelle. C'est-à-dire que la victime n'a pas eu le temps ou la possibilité, le choix de donner son consentement. Est-ce qu'il y a des cas où on peut parler de consentement vicié dans le cas justement. Lorsque, par exemple, vous endormez votre victime avant de passer à l'acte, il n'y a pas de consentement. C'est justement la raison pour laquelle je disais que le consentement doit être sain. Quand je donne mon accord, c'est que je l'ai donné. Et comment savoir que, puisqu'on peut parler des vices du consentement, comment est-ce que savoir que le consentement que la personne a donné est vraiment éclairé? Il faut se positionner au moment même des faits. Au moment même où vous passez à l'acte, est-ce que la victime est en possession de toutes ses facultés mentales? Est-ce qu'elle est en état de donner un consentement qu'on peut qualifier de sain? Lorsque vous trompez la victime d'abord. Le dol, avant d'obtenir son consentement, il n'y a pas consentement. Parce que le dol fait échec à un consentement sain. Lorsqu'il y a violence, à plus forte raison, il n'y a pas de consentement. Lorsque vous exercez des violences sur la victime avant d'obtenir d'elle un consentement pour passer à l'acte, vous êtes dans le viol. D'accord. Et pour la question de la pédophilie? Et la pédophilie est le fait d'imposer, pas imposer parce que l'imposition rentre dans la définition du viol, consiste à avoir des rapports sexuels avec un mineur de moins de 15 ans. Lorsque l'enfant n'a pas 15 ans et que vous en venez à avoir des rapports sexuels avec cet enfant-là, qu'il soit garçon ou une fille, vous commettez l'infraction ou le délit de pédophilie. Dans le cas particulier de la pédophilie, est-ce qu'on emploie le terme lorsqu'il s'agit de deux mineurs? C'est-à-dire que peut-être la fille a moins de 15 ans, 14, 13, et que le garçon a peut-être 17 ans ou 16 ans. On dit qu'on ne distingue pas là où la loi n'a pas distingué. Notre code pénal n'a pas parlé de différence d'âge. Ça voudrait dire qu'il peut y avoir pédophilie lorsque un enfant de 17 ans a des relations sexuelles avec un enfant de 14 ans, 13 ans ou moins. Ah oui, parce que généralement dans la société, lorsqu'il y a un cas, on veut parler de pédophilie, c'est lorsque l'enfant est mineur, moins de 15 ans, et qu'on a un adulte qui dépasse l'enfant de peut-être 10 ans ou 20 ans. Cette définition pouvait tenir
à un moment où il n'y avait pas encore le nouveau code. Le code de l'enfant actuellement en vigueur, parle toujours de cette différence d'âge. Mais ce n'est pas le cas avec le nouveau code pénal. Très bien. Puisque la loi pénale est d'interprétation stricte, on ne peut pas parler de différence d'âge là où le code n'en a pas parlé. Alors, est-ce que le législateur a fait cas des chantages sexuels? Les chantages sexuels, ça doit rentrer dans la catégorie du harcèlement sexuel. C'est lorsque vous utilisez tout procédé, que ce soit les écrits, les gestes ou les paroles, dans le but d'intimider ou d'humilier la victime et d'obtenir d'elle des faveurs sexuelles. Oui. C'est bien ça le harcèlement. Oui. Lorsque nous parlons de chantage, il y a le chantage lui-même qui est puni comme infraction, qu'il soit sexuel ou pas. Et lorsqu'il est sexuel, on peut le faire entrer dans la catégorie du harcèlement. Sinon, indépendamment du harcèlement, on peut poursuivre la victime pour le chantage également. Alors, on a catégorisé les crimes sexuels et les délits sexuels. Lorsqu'on va, puisque j'ai posé la question sur le chantage sexuel, il y a eu ces cas de sextapes qui ont été publiés. Dans quelle catégorie on place la nudité, l'exposition de la nudité d'autrui? L'exposition de la nudité, oui. Ça rentre dans les outrages aux bonnes mœurs. Outrage aux bonnes mœurs. Outrage aux bonnes mœurs. Et atteinte à la pudeur également. Vous comprenez? Lorsque il y a déjà une loi qui protège votre image, que vous ayez été nu ou pas, ou décemment habillé. Il y a une loi qui protège votre image. Lorsque quelqu'un met sur la place publique votre image sans votre consentement, la personne sera coupable de l'infraction qui est qualifiée d'atteinte à l'intimité d'une personne. Alors, lorsqu'il s'agit des sextapes, vous avez non seulement cette infraction, mais aussi l'outrage public à la pudeur. Donc, puisque ce sont les deux qualifications. Justement. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner deux exemples précis qui ne se rejoignent pas d'outrage aux mœurs d'une part et de l'autre de l'attentat à la pudeur? L'attentat à la pudeur, oui. C'est lorsque, s'il n'est pas relatif au sextape, comme nous l'avons dit, c'est lorsque, par exemple, je suis dans ma maison ou quelque part d'autre, sans me demander mon consentement, l'auteur de l'infraction se met à me filmer. Je n'ai pas vu la vidéo, je n'ai pas donné mon consentement pour la publication de la vidéo non plus. Mais je vois la vidéo sur la place publique, sur la toile. Je porte plainte pour atteinte à l'intimité de ma personne. Ça n'a rien à voir avec les infractions sexuelles. Alors, lorsque je suis dans la chambre, nous sommes deux, nous passons à l'acte, et que vous filmez, que ce soit à mon insu ou avec mon consentement, vous n'avez pas le droit de publier cette vidéo-là sans m'informer, sans que je n'ai donné mon accord. Lorsque vous le faites, là, vous êtes coupable de l'infraction d'attentat ou d'atteinte aux bonnes mœurs. Très bien. Voilà. Alors, j'aimerais toujours m'attarder un peu sur la catégorisation des infractions sexuelles. Depuis quelques années, on ne parle plus beaucoup, mais du phénomène de détournement des mineurs et de la corruption de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le détournement des mineurs et de la corruption de la jeunesse. On n'en parle pas, mais ça existe. Et ça fait toujours l'objet des poursuites. Lorsqu'on parle des cas de séquestration d'enfants, il y a aussi les gens qui obligent les enfants, même s'ils ne les obligent pas, même si l'enfant accepte, puisque nous disons qu'un enfant mineur ne peut pas donner le consentement, vous l'obligez à abandonner. Si l'enfant est placé à l'école, vous l'obligez à abandonner l'école pour une autre destination sans le consentement des parents. Vous détournez l'enfant de l'objectif que ses parents lui avaient fixé et sur
c'est sur cette voie que les parents l'ont placé. Si vous le détournez sans le consentement de ses parents pour une destination que vous-même vous savez, là, on vous poursuit pour traite de personnes. Généralement, ce sont les enfants qu'on place dans les autres activités, que ce soit ici au pays ou à l'extérieur de nos frontières. Ouais. Du coup, on ne parle pas forcément de détournement de mineurs, mais l'infraction existe sous une autre qualification. Mais c'est un peu bizarre, hein, je le dis parce que généralement, lorsqu'il y a les scandales sexuels, la question de détournement des mineurs revient. Est-ce que ça n'a pas une... De ce que vous dites, apparemment, ça n'a pas une connotation sexuelle? Détournement, ça n'a pas forcément une connotation sexuelle. D'accord. J'ai parlé des cas de proxénétisme ou de l'exploitation des mineurs à des fins touristiques du point de vue sexuel, oui. Justement. Et lorsque vous vous placez seulement sur ce point-là, vous ne parlez pas du détournement de mineurs dans sa globalité. D'accord. Voilà. Donc, on peut détourner un mineur sans forcément l'exploiter sexuellement. L'utiliser à des fins sexuelles. Justement. Est-ce que c'est la même chose aussi pour la corruption de la jeunesse? La corruption de la jeunesse, c'est pareil. Puisque les enfants sont censés, ou la jeunesse est censée atteindre un but, le développement de la société. Lorsque vous les détournez de ce but-là, vous vous rendez coupable de ces infractions-là. Mais elles ne sont pas qualifiées ainsi, ces faits ne sont pas qualifiés ainsi par notre loi. Vous ne verrez pas forcément détournement des mineurs ou corruption de la jeunesse dans le code, mais il y a des qualifications qui vont avec. Alors, quitte de la violence conjugale, on n'a pas parlé depuis le début. La violence conjugale oui. est punie comme toute violence faite sur quiconque. Lorsque les violences surviennent dans un couple, on vous traite comme quelqu'un du dehors qui vient vous violenter à la maison. Le fait que vous soyez en couple ne donne pas un caractère particulier ou spécial à l'infraction de violence volontaire. Vous serez poursuivi pour violence volontaire. Et pour le cas particulier du viol conjugal? Oui, le viol entre époux est aussi puni. Vous ne pouvez pas vous prévaloir du fait que vous êtes en couple avec votre époux ou votre épouse pour vous soustraire de l'application de la loi lorsque vous rentrez sous le coup de la loi concernant le viol. La seule différence, c'est que là où on punit certains on les punit d'une peine allant de 5 à 10 ans, ou peut-être plus en cas de circonstances aggravantes, vous écopez seulement peut-être de 3 ans maximum. Puisque entre époux, il s'agit d'un délit. Le viol entre époux, c'est un délit. Ce n'est plus un crime. Ce n'est pas un crime. Très bien. Alors, vous avez abordé la question des circonstances aggravantes. Quand nous prenons les infractions sexuelles de manière générale, qu'il s'agit d'un délit ou d'un crime, quelles sont les circonstances aggravantes? Les circonstances aggravantes sont définies par la loi elle-même. Oui. Et les circonstances aggravantes pour le viol ne sont pas les mêmes pour la pédophilie, par exemple. D'ailleurs, notre loi n'en parle pas. On ne parle pas des circonstances aggravantes en cas de pédophilie. Quand vous lisez le code pénal, les dispositions relatives à la pédophilie ne sont pas suivies d'autres dispositions relativement aux circonstances aggravantes. Par contre, lorsque nous prenons les cas de viol, on dit que la peine normale, elle va de 5 à 10 ans lorsque vous commettez un fait de vol. Et en cas de circonstances aggravantes, l'une des circonstances aggravantes, c'est par exemple que la victime est tombée enceinte lorsqu'elle est une fille. Lorsqu'elle tombe enceinte, suite au viol, on vous applique une circonstance aggravante qui alourdit votre peine. Lorsque également vous commettez les faits de viol sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son sexe. On sait que les femmes sont plus fragiles que les hommes. Oui. En raison également d'une grossesse qu'elle porte, vous commettez l'effet de viol sur une personne enceinte.
tout ceci fait partie des circonstances aggravantes qui font porter votre peine de 10 au-delà, 20 ans ou peut-être le maximum lorsque la mort survient. Très bien. Est-ce que violenter physiquement la victime pendant qu'on commet l'infraction peut être une situation aggravante? Lorsque vous êtes en train de commettre une infraction. Oui, c'est-à-dire que peut-être pendant le viol, on a peut-être poignardé la victime ou on l'a frappé, on a tenté d'étouffer ses cris. Est-ce que ça peut constituer une circonstance aggravante pour les cas de viol particulièrement? Le viol par nature est un acte sexuel imposé à quelqu'un par violence. La violence fait partie des éléments caractéristiques du vol. Alors, lorsque la violence est légère, il n'y a pas de souci. Vous restez dans la limite de 5 à 10 ans. Mais lorsque ces violences entraînent une invalidité ou la mort de la victime, votre peine s'alourdit et vous allez de 10 au-delà. Parfois même jusqu'au maximum, 50 ans, lorsqu'il y a une mort de la victime. Qu'en est-il pour les cas de harcèlement et d'abus sexuels? Les abus sexuels, Oui. je l'ai dit, c'est sur les mineurs, les enfants mineurs. On ne peut pas parler d'abus sexuels pour une personne adulte. On parle là d'attentat à la pudeur. Lorsque quelqu'un vous impose des attouchements sans votre consentement, il s'agira d'attentat à la pudeur. C'est pourquoi je dis que les qualifications partent de la définition que donne la loi des faits en cause. Alors pour ces cas particuliers, quelles sont les circonstances aggravantes qu'on peut avoir? Pour les cas d'abus sexuels, Oui, et de harcèlement. La loi, le code pénal n'en parle pas, le code de l'enfant n'en parle pas pour les abus sexuels. Il faut dire que les cas d'abus sexuels et de pédophilie, Oui. Entre ces deux infractions, la frontière elle est mince. Vous pouvez basculer tout simplement et facilement de l'abus sexuel à la pédophilie. Parfois même, il y a des cas de pédophilie qui, par clémence, sont qualifiés d'abus sexuels. Parce que justement, les définitions sont vraiment très très proches. La pédophilie ne signifie pas seulement la pénétration sexuelle sur la victime, mais aussi les attouchements et aussi l'exposition des images de l'enfant à des fins sexuelles, comme je l'avais dit. Les abus sexuels, on parle d'attouchement également. Mais au regard des circonstances particulières des faits, le parquet ou le juge peut décider, s'il s'agit du parquet, de poursuivre pour abus sexuels au lieu de pédophilie. Et s'il s'agit du siège, quand on parle du siège, c'est le juge qui prononce le jugement. Lui, il peut retenir l'abus sexuel au lieu de la pédophilie. Ça, tout dépend des circonstances de la cause. Est-ce qu'il existe des circonstances atténuantes pour les cas d'infraction sexuelle? Les circonstances atténuantes, de manière générale, il y en a. Lorsque vous êtes un délinquant primaire, vous bénéficiez des circonstances atténuantes. La société ou la loi vous donne la possibilité de vous racheter en diminuant votre peine, en assortissant votre peine de sursis. C'est-à-dire, quand vous parlez de délinquant primaire, vous faites allusion à quoi? Le délinquant primaire, c'est celui qui, pour la première fois, commet une infraction. Donc, si pour la première fois, il y a eu viol, quelqu'un a été auteur de viol, il peut être condamné à un sursis. Oui, il peut être condamné à une peine assortie de sursis. Pas totalement, pas forcément la totalité de la peine qui est assortie de sursis, mais une partie. Et généralement, c'est le cas. Le viol, nous le disions tantôt, c'est un crime. Et pour un crime, on ne peut pas assortir toute la peine de sursis. Il faut bien tirer l'oreille à celui qui a commis l'acte. Et on vous dit, plutôt que de faire 5 ans ou 10 ans, on vous donne les 5 ans ou les 10 ans, mais vous faites la moitié. Puisque c'est votre première fois de commettre une infraction, ça peut être une erreur. Vous pouvez vous racheter après. Puisque les conditions de détention ne sont vraiment pas gaies. Lorsque vous rentrez en prison et que vous voyez les conditions dans lesquelles les détenus sont, ça ne permet pas de vraiment se corriger
je parle des conditions de détention ici chez nous. Vous réfléchissez à qu'est-ce qui vous a poussé là et tout, mais au même moment, il y a des choses qui se passent à la prison qui peuvent vous corrompre. Du coup, lorsque c'est votre première fois de rentrer là-bas, on vous dit, bon, on va vous faire cette faveur-là. Vous faites la moitié, vous sortez. Mais après, si dans un temps fixé par la loi, vous reprenez les mêmes faits, vous retournez, et le sursis qu'on vous a accordé, vous purgez cette peine-là. C'est-à-dire on ajoute à la nouvelle peine l'ancienne dont on vous a gracié. D'accord. Alors, quand on reste toujours dans le cas des viols, à qui revient la charge de la preuve? Oui, la charge de la preuve, en règle générale, revient à la partie qui poursuit. Donc à la victime. À la victime et au ministère public. En cas d'infraction, il y a non seulement la victime qui poursuit, mais il y a le ministère public fondamentalement qui a le monopole de l'action publique. La victime, quand elle déclenche l'action publique, ne vise que la satisfaction de ses intérêts civils. Oui. Elle réclame la réparation des dommages qu'elle a eu à subir. Par contre, le parquet se contente ou s'attelle sur le volet pénal de l'affaire, l'aspect pénal de l'affaire, ce qui concerne la peine. C'est lui qui est chargé de corriger ceux qui sont en contravention avec la loi pénale. Et que vous ayez retiré votre plainte ou pas, lui, il est habilité à poursuivre l'action publique jusqu'au bout. Quels sont les éléments qu'une victime de viol peut apporter pour prouver qu'elle a subi un préjudice? Oui, lorsque vous prétendez avoir été victime d'un viol, par exemple, vous devez apporter quelques éléments, au moins un début de preuve. Il faut prouver avec un certificat médical que vous avez été victime des contacts sexuels. Et le certificat médical doit détailler ce qui a été constaté au moment où on vous examinait. Il faut, si vous avez aussi d'autres éléments, le sang, vos habits, si ça a été exercé par violence, vos habits, l'état de votre habit et tout et tout. Il y a parfois des images que vous avez pu prendre en secret. Vous pouvez apporter. Toute preuve est la bienvenue. Oui. Généralement, on dit que les enregistrements audio qui ont été effectués sans consentement ne sont pas considérés comme preuve. Oui, on parle là de la loyauté de la preuve. Lorsque vous voulez faire usage d'une preuve devant le tribunal, cette preuve doit avoir été obtenue de manière loyale. Lorsque vous enregistrez quelqu'un, nous parlons tantôt de l'atteinte à l'intimité d'une personne. Lorsque vous voulez avoir la voix d'une personne dans un enregistrement, la vidéo ou l'image d'une personne, vous devez demander son avis. Et lorsque vous ne le faites pas, vous vous rendez coupable de cette infraction-là. Donc, ça veut dire que, je me permets de vous interrompre, Allez-y. si on prend le cas d'un viol qui a été enregistré, filmé, est-ce à dire qu'on ne peut pas, qui a été filmé peut-être à l'insu des deux personnes, ou que l'auteur a filmé pour satisfaire certains fantasmes, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette vidéo-là comme preuve? Oui, si l'auteur lui-même a filmé la scène et que vous arrivez à avoir la main sur le support sur lequel la vidéo a été enregistrée, vous l'apportez comme preuve. Là, la preuve n'est pas déloyale. Et si c'est vous qui avez filmé pendant que vous débattiez ou qu'il tentait de vous agresser Oui, si c'est vous qui avez filmé, vous apportez, vous soumettez la preuve à l'appréciation du tribunal. Il en sera au courant. Il lui appartient d'accepter ou pas que la preuve soit produite. S'il n'accepte pas, on ne la produira pas et le tribunal tirera toutes les conséquences de droit. Maintenant, pour les cas de viol, vous avez parlé des certificats. Vous avez parlé d'un certificat médical. Il arrive très généralement que les victimes décident de dénoncer ou de porter plainte des années après ou peut-être plusieurs mois, plusieurs jours après l'incident. Et en ce moment, peut-être trouver ce certificat devient difficile. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter comme preuve? Là, la preuve devient difficile à apporter. Oui. Vous n'avez que votre parole contre celle de celui que vous prétendez avoir été auteur du viol dont vous êtes victime. La preuve la plus convaincante, c'est le certificat.
Et lorsque vous laissez des jours, des semaines ou des mois ou des années passer, vous avez toujours la possibilité de poursuivre l'auteur, le prétendu auteur dans ce cas-là. Mais il vous appartient d'apporter d'autres preuves, les témoignages, peut-être l'aveu même de l'auteur. Si l'auteur de l'infraction avoue l'avoir commis, il n'y a pas de souci. S'il y a des témoins qui qui ont vu ou entendu des choses, ils viendront témoigner et le tribunal appréciera. Très bien. Est-ce qu'il y a prescription en matière d'infraction sexuelle? Oui. Toute infraction, qu'elle soit sexuelle ou d'une autre nature, Est prescrite? Pas toute infraction. C'est-à-dire, je veux dire, les infractions à caractère sexuel sont prescriptibles comme toute autre infraction. C'est-à-dire plusieurs autres infractions. Ici, en matière pénale, nous distinguons les crimes des délits. Il en est de même lorsqu'on parle de prescription pour ces différentes catégories d'infractions. Les crimes sont prescriptibles après 10 ans. C'est-à-dire 10 ans après leur commission. Si vous n'exercez pas d'action, vous êtes forclos. Vous ne pouvez plus poursuivre la personne qui est auteur de l'infraction dont vous êtes victime. Pour les délits, c'est 5 ans. Après 5 ans, vous n'avez plus le droit le pouvoir de poursuivre cette personne-là, même pas le ministère public. Si on prend le cas des abus sexuels où un enfant a été menacé, Oui. Il a subi des attouchements ou carrément un viol d'une personne dont il dépendait, Voilà. d'une personne qui peut-être l'a menacé et peut-être a dû attendre d'être loin de cette personne ou de disposer de certains biens avant de porter plainte. Est-ce que dans ce cas, la prescription sera de mise ou il y aura des circonstances de dérogation? Non, peu importe la cause, les faits sont prescrits après le délai fixé par la loi. Peu importe la cause. Si vous êtes mineur et que vous avez été victime de viol, de pédophilie ou d'abus sexuels que vous n'avez pas déclaré, vous ne pouvez pas le faire après le délai de prescription. Il est question de convaincre le tribunal, de ne pas amener le tribunal à commettre des erreurs judiciaires. Lorsque vous laissez trop longtemps avant d'intenter votre action, vous allez voir les preuves disparaître. Et pour reconstituer les faits, ce sera difficile. Peut-être même que l'auteur, qui à l'époque était délinquant, ne l'est plus. On s'est dit que peut-être que le temps même a pu corriger la victime. Ce sont les idées qui ont poussé à la mise en place de ces délais-là de prescription, pour qu'on ne se lève pas à n'importe quel moment pour poursuivre une infraction qui a été commise des décennies avant. Est-ce que c'est le cas particulier du Togo ou dans les autres pays, c'est comme ça également? Oui, la prescription existe dans tous les systèmes. Mais il y a des crimes imprescriptibles. Et ça aussi, il y a des crimes qui se retrouvent, c'est-à-dire que ce principe s'applique à des faits, aux mêmes faits dans tous les systèmes. Les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide. Le viol aussi, c'est un crime contre l'humanité. Non, c'est pas un crime, c'est pas qualifié comme tel. Les crimes contre l'humanité sont qualifiés comme tels par la loi. Les crimes de génocide également sont qualifiés comme tels. Est-ce qu'il y a possibilité de recours? Contre... Oui, à défaut de porter plainte, est-ce qu'il y a une autre forme? Je ne sais pas si vous me suivez. À défaut de porter plainte? Oui, est-ce qu'il y a une autre manière Par d'avoir... devant le procureur de la République? Oui, est-ce qu'il y a une autre manière d'avoir justice pour le mal qui a été fait? Non, la seule institution qui est investie de la justice en République togolaise, c'est le pouvoir judiciaire. Lorsque vous êtes victime d'une infraction, que vous voulez faire sanctionner, vous n'avez d'autre choix que de saisir le juge lorsque vous voulez que la loi pénale soit appliquée. À côté, il y a des dispositions disciplinaires. Lorsque vous faites partie d'un corps, d'une corporation, d'une profession, que vous avez commis des faits, on vous fait passer au crible de
la loi particulière qui régit ce corps-là. Si vous tombez sous le coup de cette loi, vous subissez des sanctions disciplinaires qui sont différentes des peines prévues par la loi pénale. Du coup, vous pouvez être poursuivi ailleurs, mais pas sur la base du code pénal. Ah oui, vous pouvez porter plainte pour le civil pour avoir des dommages et intérêts. Non, pas pour avoir des dommages. La seule personne habilitée à vous accorder vos dommages et intérêts, c'est le juge. Oui. Lorsque vous allez sur le plan disciplinaire dont je viens de parler tout à l'heure, vous obtenez la sanction applicable en matière disciplinaire dans la corporation à laquelle fait partie l'auteur. Mais vous n'écopez pas d'une peine d'emprisonnement. Donc c'est le recours qu'il y a. Si vous ne voulez pas recourir à la voie judiciaire, c'est le recours ou la voie de recours dont vous disposez. Très bien. Vous avez développé, vous avez parlé de ce qu'il faut faire, de l'action en justice lorsqu'il y a cas d'infraction. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière détaillée la démarche à entreprendre par une personne qui a été victime d'un crime ou d'un délit sexuel? Une personne victime d'un crime ou d'un délit sexuel, je le disais tantôt, doit dénoncer les faits ou porter plainte, soit devant le procureur de la République lui-même, ou passer par une unité de police ou de gendarmerie qui est plus proche d'elle. Alors, lorsque vous ne le faites pas, vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous pouvez désigner quelqu'un à cet effet, parce que la dénonciation est recevable et l'infraction sera poursuivie. Il y a aussi un fait qu'il faut souligner ici. Lorsque vous êtes témoin d'un fait, oui, le viol, la pédophilie ou toute autre infraction, et que vous vous abstenez de les dénoncer, vous rendez également coupable d'une autre infraction. Ah oui. Vous qui êtes témoin ou qui assistez à une scène où l'infraction ou une infraction est commise, qui ne dénoncez pas cette infraction, vous rendez coupable d'omission de porter secours. Délit de non-dénonciation, autant pour moi. Non-dénonciation, c'est aussi puni par la loi. Et pour les cas de viol, la loi même l'a souligné. Et la loi dit, lorsque vous assistez à une scène de viol ou une scène qui s'apprête à se passer, que vous ne dénoncez pas, vous êtes puni d'une peine allant de 1 à 3 ans. C'est un délit. Nous parlons des infractions à caractère sexuel, mais vous qui n'avez pas commis cette infraction, pouvez aussi être puni parce que vous n'avez pas dénoncé alors que vous en avez la possibilité. Très bien. Monsieur Sonoko Ayede, merci pour ces riches explications, pour tous ces apports sur le sujet. Je rappelle aux auditeurs qui nous ont suivis et qui nous suivent que nous avons abordé la thématique, la problématique des crimes sexuels, des infractions sexuelles et leur répression en législation togolaise. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci aussi à vous, fidèles auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour aborder un autre sujet de droit. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Vous étiez avec Meshak Nyaro. Au revoir.